Salut! Vous avez peut-être déjà vu passer sur Amazon ou Alibaba ces petites machines qui peuvent émuler des tas et des tas de consoles rétro. Alors ça flirte avec la légalité, mais elles sont en général vendues à un prix dérisoire et le rapport temps de jeu-prix est vraiment imbattable. C'est vraiment le cadeau parfait à moins de 80 € pour tout nerd de plus de 30 ans. Et comme je rentre dans cette case et que personne d'autre n'y a pensé, je me suis offert moi-même cette Ambernic RG35XXH. Par contre, en bon dev que je suis, c'est pas vraiment pour y jouer, mais c'est plutôt pour étudier le système. D'autant que j'ai vu qu'elle tournait sur Linux, donc je pense qu'il y a beaucoup de possibilités. Je voulais voir ce qu'elle avait dans le ventre et je voulais aussi voir s'il était possible de développer des applications pour ces terminaux. Et spoiler, j'y suis arrivé. C'était pas aussi évident que de développer une application pour Android par exemple, mais plus simple que ce que je pensais en fait. Dans cette vidéo, je vous explique toute ma démarche, depuis la découverte de ce terminal particulier jusqu'au déploiement de mon app. Bref, restez avec moi jusqu'au bout parce que vous allez probablement apprendre un paquet de choses. Ça y est, je viens de recevoir mon nouveau joujou. On va déballer ça ensemble et voir si ça fonctionne avant de passer aux choses sérieuses. Donc ma première impression, c'est vraiment que la qualité de fabrication n'est pas incroyable. Le plastique fait vraiment cheap, le haut-parleur crépite, mais au moins l'écran est plutôt lisible, surtout au vu de la faible résolution, 640x480 pixels. Et les touches sont plutôt agréables. On va dire que le plus important est au moins là. Mais c'est évident que la moindre chute peut mettre fin à cette machine. Et l'interface est vraiment moche. Je m'attendais pas vraiment à iOS en termes d'ergonomie, mais là, ça me rappelle les interfaces des télés de sous-marque qu'on avait il y a 15 ans. Après, c'est pas le plus important. À 50 balles, honnêtement, la proposition de valeur n'est pas vraiment là. Avant de se lancer dans le développement, j'ai quand même envie de voir s'il existe des alternatives viables qui me donneraient plus confiance quant aux possibilités de développement. Comme pour tout domaine sur YouTube, il y a une chaîne YouTube absolument incroyable sur tous ces sujets, Retro Game Corps. Au-delà des multiples tests matériels, cette chaîne m'a permis de voir qu'il était possible de flasher la console pour installer d'autres distributions du système, dont une qui se nomme Nuli, qui a l'air vraiment pas mal. Cette dernière est elle-même basée sur une autre distribution très populaire sur Raspberry Pi, nommée Bateau de Serra, et qui est évidemment une distribution Linux. La documentation est relativement complète et cela suffit à me convaincre. De toute façon, je navigue un peu à vue, donc autant essayer. Donc, je télécharge l'image, je flash une SD card et je boot sur ce nouveau système. Première impression, l'interface est beaucoup plus jolie. Je sais pas trop si ça va m'aider en définitif, mais en tout cas, j'ai un peu moins l'impression de manipuler un terminal cheap construit dans une sombre usine chinoise. Ah tiens, il y a une catégorie Tools. Intéressant. On trouve notamment un explorateur de fichiers. Je peux peut-être essayer d'ajouter mes apps ici. Évidemment, il n'y a pas grand monde qui cherche à développer sur ces plateformes. Difficile de trouver une quelconque aide sur le sujet. Et le problème, c'est que je suis absolument pas un expert de Linux, de son architecture, de ses mécanismes de boot, drivers ou privilèges. Ça me semble très mal embarqué, mais bon, on va quand même continuer à étudier le système un petit peu. Alors d'après la documentation, il est possible de se connecter en SSH sur la machine via le réseau Wi-Fi. Cela me permettra de parcourir le système de fichiers de la machine ou de lancer des actions à distance depuis mon Mac. Sûrement très pratique. Essayons de voir ce que l'on trouve dans ce fameux système de fichiers. Comme je l'ai dit plus tôt, je connais pas du tout la hiérarchie d'un système Linux. Mais je sais que la philosophie globale du système, c'est la modularité. Chaque fonctionnalité, aussi mineure soit-elle, est matérialisée par un programme, comme par exemple CD ou LS, qui sont de toutes petites applications. Cette modularité fait la force de Linux, mais c'est aussi de fait souvent un foutoir, assez difficile à suivre. Surtout pour une distribution amateur, issue de plusieurs déclinaisons d'autres systèmes, avec un certain historique. Peut-être que cette distribution est clean, mais bon, difficile pour moi de le dire. Je ne vais pas étudier chacun des milliers de fichiers qui la composent. Je vais donc commencer par essayer de comprendre les composantes les plus simples. De ce que je vois, il est possible d'installer des ROM dans l'user data/ROM. On y trouve d'ailleurs un dossier tools qui doit correspondre à la catégorie aperçue précédemment. On trouve dans ces sous-dossiers un fichier gamelist.xml. Et comme son nom le laisse penser, liste les jeux ou apps dans le dossier, en y ajoutant des métadonnées comme une illustration par exemple. Je pense que ce fichier est mis à jour lors du démarrage de la console. Il doit scanner chacun des dossiers pour trouver toutes les applications. Il y a aussi un fichier note.txt, et dans ce dernier, il est indiqué que les fichiers bash sont considérés comme des applications. Si on regarde par exemple le contenu de rgbsettings.sh, on peut effectivement voir que ce script lance simplement une application native nommée rgbselect qui doit se situer ailleurs dans le système, mais qui est présente dans le path. Exposer nos apps semble donc plutôt simple et pas vraiment restrictif. C'est plutôt rassurant. En parcourant les fichiers binaires et librairies du système,
Il me semble que le système embarque aussi la librairie SDL2. Et ça, c'est intéressant. J'ai un vague souvenir de ce qu'est SDL. Ça me semble être un bon point de départ pour développer une application. Je vous explique. SDL, ou Simple Direct Media Layer, est une bibliothèque open source et cross-platform. Elle est conçue pour abstraire tout ce qui concerne les entrées, l'audio et surtout les pipelines d'affichage graphique des multiples systèmes. Parce qu'il faut savoir que si vous souhaitez interagir avec le GPU, la carte graphique de votre terminal, pour afficher un visuel sur un écran depuis un système, que ce soit macOS, Windows ou Linux, en général, il faut utiliser des API bas niveau très spécifiques. Metal sur macOS, DirectX sur Windows et OpenGL ou Vulkan sur Linux par exemple. Même si le but est en général le même, envoyer des données de géométrie, des textures et des shaders vers le GPU, ces API sont assez différentes. Et en plus d'être assez verbeuses et complexes. Cela veut dire que si vous souhaitez afficher la même chose sur différentes plateformes, il va falloir réapprendre ces API spécifiques et développer un code différent. Donc l'objectif de SDL2, c'est d'avoir une sorte de pont entre votre code et le système d'exploitation sur lequel votre application va tourner. Au lieu d'écrire 50 lignes de code juste pour Linux et 50 lignes de code juste pour macOS, vous pouvez faire une seule fois ce code via SDL2. C'est un peu comme Unity mais en beaucoup plus bas niveau, plus basique et en langage C. L'une de ses utilisations les plus populaires est certainement dans le moteur source de Valve, pour lequel elle a facilité le portage des jeux Half-Life et Counter-Strike sur Linux et macOS. Bref, je pourrais encore y passer des heures et des heures à explorer le contenu de cette distribution, mais ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la pratique. On va essayer de développer une première application avec la librairie SDL2. Après avoir configuré mon IDE, NeoVim by the way, pour supporter le langage C, c'est parti pour un premier essai. Parce que oui, on va coder en C. Il n'est certes pas le langage le plus pratique, mais étant donné les limitations, il vaut mieux partir sur quelque chose de très bas niveau. Comme ça, on aura moins d'étapes intermédiaires de compilation et comme on cible une architecture un peu particulière, je préfère rester vigilant et utiliser la solution la plus directe. D'accord, je suis absolument pas familier avec C, mais je connais ses limitations et spécificités. Je devrais donc m'en sortir. Et puis ça reste une technologie assez simpliste. Et pour ce qui est du rendu, j'ai évidemment déjà codé un petit jeu vidéo, comme tout étudiant dans une école d'ingénieur en informatique qui se respecte. C'est pas ma spécialité, évidemment, mais je connais les principes de base. Vertex buffers, textures, shaders, et ça a pas l'air d'avoir changé des masses en 20 ans, honnêtement. Donc on va commencer par demander à ChatGPT de nous générer un petit exemple d'application SDL en langage C pour afficher un simple rectangle rouge au centre de l'écran. Et voilà ce que ça donne. Et de ce que je comprends, on a d'abord les imports des headers de SDL et de la librairie standard. Ensuite, on a deux définitions de la taille de notre écran, que je vais d'ailleurs surcharger pour que ça colle avec la résolution de notre console. Et ensuite, on a notre fonction main principale. On commence par initialiser SDL avec la méthode SDLinit. Si tout cela échoue avec un code d'erreur, dans ce cas, on quitte le programme avec un code d'erreur également. Si tout se passe bien, on passe à l'étape suivante qui est de créer une fenêtre applicative. On va passer des paramètres assez standards donc pour centrer la fenêtre avec comme taille les constantes déclarées précédemment. Si la création échoue, on quitte notre programme. Et donc là, on va surtout pas oublier d'appeler SDL quit. Parce que ce qui est très important en C comparé à d'autres langages plus haut niveau, notamment ceux qui ont des garbage collectors, c'est que l'on doit gérer notre mémoire manuellement, qu'il faut libérer de la mémoire dès lors que l'on ne l'utilise plus. Sinon, elle peut être bloquée par le système et ça peut entraîner des complications. Donc si tout se passe bien, on passe à l'étape d'après qui est de créer un renderer qui va permettre d'envoyer des instructions pour dessiner des choses à l'écran. Si la création échoue, à nouveau on quitte notre programme et cette fois on n'oublie pas de détruire la fenêtre qui a été créée avec succès précédemment, en plus de SDL quit. Et si tout fonctionne, on passe à la boucle principale. On va commencer par écouter les événements principaux de SDL. Si on reçoit un événement de type SDL quit, dans ce cas-là, on stoppe notre boucle. Dans notre boucle, donc ça va être quelque chose qui va être répété à chaque frame, donc en continu, on va venir effacer l'écran avec une couleur noire. On va remplir l'écran de couleur noire. Pour ça, on définit la render draw color active à 0, 0, 0 et 255, donc la couleur noire. Et on va faire un render clear pour venir remplir tout l'écran de noir. Ensuite, on définit notre couleur active. Cette fois, la première composante est à 255. On vient définir les coordonnées de notre rectangle que l'on souhaite remplir en rouge. Et on envoie tout ça via la méthode renderFillRect pour venir remplir le centre de l'écran avec du rouge. Dernière étape, on va venir appeler renderPresent qui va envoyer toutes les instructions que l'on a pu accumuler lors de l'itération courante. Et dès lors que l'on quitte notre boucle, donc on a un événement quit, donc
par exemple que l'on a appuyé sur le bouton fermé de la fenêtre. Là, on ne va pas oublier de venir libérer la mémoire occupée par le renderer, la fenêtre et SDL avant de quitter le programme. Voilà, donc on va essayer de compiler ce fichier C déjà sur le Mac dans un premier temps pour essayer de voir si déjà la logique d'affichage via SDL fonctionne comme on l'a défini, avant même de s'embêter à compiler pour une architecture différente et puis aussi de s'embêter à envoyer le programme vers la console pour tester. Je crée un fichier Makefile très simple qui contiendra les instructions de compilation. Une des spécificités de C, c'est qu'il faut explicitement lister tous les fichiers headers de dépendance lors de la compilation. Ce sont ces fichiers qui sont apportés en haut de notre fichier C. Et il n'y a pas de notion de module ou d'outillage dédié comme on peut l'avoir dans d'autres langages. C'est pas trop étonnant, ce langage a pour principe sa simplicité. Heureusement, SDL fournit aussi un outil qui s'appelle SDL2config qui va générer tous ces arguments. On peut ensuite passer au compilateur. Sur Mac, on peut utiliser le compilateur Clang, puisque déjà disponible si vous avez Xcode par exemple. Je lance ma commande make et make run, bim, c'est parti, ça fonctionne. Tada, magnifique. Pas impressionné? Je comprends, mais faire tourner cela sur le Mac, c'est déjà une bonne base. C'était le déploiement futur de notre application custom sur la console. Bon, comment on va cibler la console maintenant? On a vu qu'il fallait un script bash lançant notre binaire, mais il faut déjà produire ce fameux binaire compatible avec l'architecture Linux cible plutôt que celle du Mac. Il semblerait que l'architecture du processeur de Lambernic RG35 soit de l'ARM 64 bits. Après plusieurs essais infructueux à réaliser de la cross-compilation vers cette architecture Linux depuis mon Mac, ma prochaine intuition est de compiler l'application directement sur la console. Mais le problème, il n'y a pas de compilateur GCC. J'ai pas trop envie d'altérer le système. On va donc écarter cette solution également. Je me rabats finalement sur une simple VM Ubuntu tournant dans le logiciel de virtualisation UTM sur macOS. Et UTM a une librairie de VM préconfigurée, dont une qui correspondait à l'architecture cible, Ubuntu ARM64. J'installe les packages Build Essentials qui sont nécessaires pour builder du C sur Ubuntu. Et j'ajoute ensuite une relation dans mon Makefile pour builder la version ARM64 depuis la VM Ubuntu via SSH. J'envoie les fichiers sources sur la VM, déclenche la ligne de commande en précisant GCC comme compilateur et j'envoie le fichier binaire résultant sur ma machine macOS. De la même manière, via SSH et SCP, je rajoute une relation dans le Makefile pour déployer les fichiers binaires et bash sur la console au bon emplacement dans le dossier ROM Tools. C'est loin d'être parfait et il y a bien sûr moyen de faire une meilleure pipeline de build, mais le Makefile fera l'affaire pour les premiers cycles de développement. Tout est prêt, on va essayer de lancer ça sur la console, après avoir lancé la procédure complète. Suspense. Et ça fonctionne. Incroyable. Tout ça pour afficher un simple rectangle rouge. Bon, par contre, impossible de quitter l'app, même en faisant la combinaison de touches habituelle. En même temps, j'ai ajouté aucune gestion des touches. C'est peut-être l'occasion de réorganiser un petit peu le code pour le rendre plus lisible. On va pas coder le moteur de Half-Life 3, bien sûr, mais c'est l'occasion de découper un minimum la logique en fonction des responsabilités. Alors, pour la gestion des contrôles. Donc j'ai commencé par isoler tout en 3 fonctions, comme je le disais, et j'ai créé une structure pour représenter l'état de mon application. On va notamment y trouver son état d'exécution, le temps écoulé depuis la dernière frame, etc., etc. Donc pour ça, on voit que dans notre boucle, maintenant, on a 3 méthodes qui s'enchaînent: process, events, updates et render, qui correspondent aux 3 étapes de chaque frame. Donc, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de faire en sorte que lorsque l'on appuie sur le bouton A de la console, ça change la couleur du rectangle. On va aussi rajouter le fait que ça quitte l'application lorsque l'on presse le bouton Start. On vient faire un poll event comme on le faisait avant, et avec un switch, on vient vérifier le type de l'event. Donc SDL quit, on va passer le isRunning à 0, pour dire qu'on arrête d'exécuter l'application. Et ensuite, on va avoir 2 autres types d'événements: thrower button up, thrower button down. Donc quand le bouton est pressé et quand il est relâché. Lorsqu'il est relâché, on va mettre le field isPressed à 0. Et lorsque c'est le bouton A, on va venir le mettre à 1. Lorsque Start est appuyé, on va venir stopper l'application également. La méthode update ne fait rien, c'est juste pour vous montrer un exemple de récupération du temps de jeu. Et enfin, la méthode de rendu, j'ai juste déplacé ce qu'on avait avant. Et donc en fonction de notre état isPressed
niveau de notre état global, je viens changer la couleur active vert lorsque le bouton est pressé et rouge lorsqu'il est relâché. Et ensuite, c'est exactement la même logique qu'avant. Pour l'initialisation du contrôleur, on fait appel à SDL Game Controller Open. Donc là, on part du principe qu'on a forcément un joystick de branché, mais vous pouvez aussi tester s'il y a des contrôleurs de branché, etc. Et par exemple, des événements clavier plutôt que le contrôleur pour gérer les contrôles de l'utilisateur. Et voilà, rien de plus. C'est assez simple. On va essayer de lancer la compilation et de tester ça sur la console. On peut tester maintenant. Ça se lance bien, toujours. Bonne chose. Et lorsqu'on appuie sur les boutons, effectivement, ça change bien la couleur du rouge au vert. C'est pas le bouton A, c'est le bouton B. J'imagine qu'il y a un mapping particulier. Et lorsqu'on presse Start, ça quitte bien l'application et on revient au menu initial. Parfait. Avant de coder une véritable application, j'aimerais régler un dernier point. Le langage C, c'est vraiment bien, mais je sens que ça va rapidement me gonfler, comme j'ai pas un temps infini à dédier à ce projet. Heureusement, il existe des bindings pour pas mal de langages, et après un petit tour d'horizon, celui pour Go me semble le plus simple à utiliser. Go est un langage lui aussi plutôt minimaliste, mais qui est quand même infiniment plus pratique et haut niveau que le C, notamment parce qu'il inclut un garbage collector. Fini la gestion de la mémoire pour tous les objets de notre logique applicative. Commençons par reproduire notre exemple avec Go. Ce sera un bon début. Et pour ça, je vais tout simplement demander à ChatGPT de le faire pour moi. Je colle donc le programme C original et j'obtiens une version Go équivalente. Alors, il y avait 2 petites erreurs à corriger. J'ai dû aussi adapter les makefiles pour utiliser le compilateur Go plutôt que celui de C. Et enfin, j'ai dû installer Go sur la VM Linux afin de compiler la version ARM64. Et donc tout ça fonctionne très très bien, j'ai rien eu de particulier à faire. Et je peux désormais utiliser du Go pour coder plutôt que du C. Beaucoup plus pratique. Et donc là, je pense qu'on est prêt, on peut commencer à développer pour de vrai. C'est génial, j'ai tous les éléments pour développer un jeu, mais moi j'ai envie de faire quelque chose d'un peu différent, d'inattendu sur une console portable. Pourquoi pas un éditeur de code pour développer directement dans le métro sur sa console Humbernic ? Ouais, c'est débile, mais c'est un exercice intéressant et assurément un défi en termes d'ergonomie et de conception. Et puis c'est ni trop compliqué, ni trop simple, je pense. Alors, quelle ergonomie pour un éditeur de texte à destination de ce petit écran et surtout de ses contrôles limités ? Pour ce qui est des écrans de l'application, on va rester sur 2 écrans simples. Un écran de sélection des fichiers à éditer, et puis un second écran qui sera effectivement l'éditeur de texte qui nous permettra de naviguer dans le fichier ou de taper du texte. Parce que oui, quitte à partir sur un concept qui n'a pas de sens, autant le faire à fond. Ensuite, la question évidente, c'est comment utiliser un éditeur de texte sur une console qui n'a pas de clavier. On pourrait tout simplement forcer l'utilisateur à brancher un clavier sur la console, mais là on perd tout le fun, et puis on va pouvoir coder à la plage sur notre console. On pourrait aussi faire un clavier virtuel comme sur les interfaces de console, mais non. C'est trop facile et puis pas pratique du tout. Il faut appuyer un nombre incalculable de fois sur les touches pour chaque caractère. On veut évidemment faire quelque chose de productif. Il y a bien un gars qui a fait un clavier avec 16 touches. On doit pouvoir faire quelque chose avec les 14 touches de notre Humbernic, plus ses joysticks. Tiens, ça me donne une idée, avec des layers. On va associer un caractère à chacune des 8 touches principales de la console, D-pads et actions. Et en pointant dans une direction avec l'un des joysticks, on pourra switcher sur un autre ensemble de caractères, un autre layer. Chacune des 8 directions permet d'avoir 8 caractères différents. Donc en tout, on a 8 fois 8 directions, soit 64 caractères au maximum. Ce qui devrait être largement suffisant pour notre prototype. On peut aussi ajouter le Shift lorsque l'on presse la touche latérale R1. Bon, je suis d'accord, c'est évidemment inutilisable à moins de s'entraîner des centaines d'heures, mais théoriquement c'est possible. Et ça permet de taper un caractère en 2 actions maximum. À part ça, je verrais bien plusieurs modes à la NeoVim, entre lesquels on alternerait en appuyant sur la touche latérale L1. Le mode normal pour déplacer le curseur dans le texte, et puis le mode Insert pour taper du texte, entrer des caractères dans le texte ou effacer du texte. Essayons déjà de développer cela, parce qu'il y a déjà pas mal de problématiques à résoudre, au-delà de la simple spécificité matérielle. Ce que je vous propose, c'est que je code tout ça d'une traite, et ensuite on revoit ensemble le résultat, et je vous montre quelques points qui me paraissent intéressants au niveau du code.
Ok, c'est bon, j'ai terminé. Ça m'a pris une grosse soirée de développement, mais j'ai un proto viable. Bon, c'est loin d'être une application prête pour la production, mais il y a à peu près tout ce qu'on s'était dit au départ. L'application reste très basique, mais je pense quand même que j'ai poussé le concept assez loin pour bien comprendre comment on peut réaliser une application en se passant des frameworks très haut niveau et en se concentrant sur des API assez bas niveau comme SDL. Et voilà ce que ça donne, je vous montre ça. On choisit Mini-Head depuis le menu Tools, ça lance l'application. Et là, on atterrit sur le file picker. Bon, l'écran est vraiment ultra simple, mais voilà, on peut naviguer dans les fichiers locaux. Et on va choisir ce fichier Go, par exemple. Et donc là, ça ouvre l'éditeur. On peut commencer à naviguer avec les flèches, parce qu'on voit, alors c'est pas très lisible sur la vidéo là, mais on voit en bas à gauche, on est en mode normal, donc on peut naviguer dans le fichier. Notre curseur est un rectangle. On peut choisir un endroit où on souhaite insérer du texte. Par exemple, on va essayer de rajouter un commentaire au-dessus de cette fonction. Donc pour ça, je vais passer en mode insertion en appuyant sur le bouton L1. Et là, je vais pouvoir commencer à rentrer des caractères. Donc en bas à droite de l'écran, on voit que je peux choisir le layer de mes lettres. Donc, si je choisis ce layer-là, j'ai le slash, donc je fais un double slash. Et ensuite, je vais choisir un autre layer qui contient la lettre H. Donc je tape la lettre H. On va essayer de la mettre plutôt en majuscule. Pour ça, je fais une action supprimer en appuyant sur le joystick. Je maintiens R1 pour passer en majuscule. Et je vais pouvoir chercher ma lettre H et taper le H. Voilà, il est désormais en majuscule. On va ensuite taper une lettre E pour Hello World. Donc on va chercher le layer qui correspond. Donc normalement, quand on connaît bien ces directions, ça peut aller vite, théoriquement. Là, j'ai tapé la lettre E. Je vais repasser au L avec le layer précédent. Voilà. Donc on va taper 2L et on va taper un O en repassant sur l'autre layer. Voilà. Pour l'espace, c'est aussi un appui sur le joystick droit. Ça. Et on va pouvoir taper la suite, donc un W, un O, le R, le L, le D, et c'est bon. On a une petite status bar en bas qui indique aussi le fichier courant, comme je disais, le mode spécifique d'insertion ou de navigation. Et on a un petit résumé du layer en bas à droite. C'est largement améliorable, mais c'est un bon début. Ça se voit pas forcément là dans la vidéo, mais il faut aussi voir qu'il y a de la coloration syntaxique. Les mots-clés du langage Go sont d'une couleur différente. Plutôt indispensable pour un éditeur de code en fait. Et on voit que lorsque je suis en mode normal et que je choisis d'appuyer sur la lettre D, je peux changer de thème. Les couleurs sont pas superbes dans la vidéo. Je vous mettrai plutôt une capture. Mais voilà, on voit qu'on peut naviguer entre un certain nombre de thèmes. Et ce thème s'applique à toute l'application, y compris le file picker. Plutôt cool, n'est-ce pas? Alors vous n'êtes peut-être pas très impressionné, mais il y a pas mal de mécanismes derrière ce simple petit éditeur. Et réaliser tout cela en très peu de temps, sans framework, avec des API bas niveau, je trouve ça assez cool et ça me paraissait pas forcément si évident au départ. Alors comment je m'y suis pris? Tout ce qui est de l'affichage, j'ai vraiment utilisé les méthodes très basiques de SDL que je vous ai montrées. J'ai juste ajouté une partie de calcul de layout un peu faite en dur, étant donné qu'on a un écran de taille fixe, donc on n'a pas de question de responsive design, etc. Donc ça m'a simplifié la vie. Il faut savoir qu'il est possible d'utiliser des librairies de layout qui faciliteraient cette tâche. Il en existe plusieurs, mais pour un prototype, ça a fait l'affaire. Et évidemment, j'ai utilisé pas mal de briques existantes de librairies ou d'extraits de code, et je vais vous montrer les principales rapidement. Ma première crainte, c'était d'avoir un problème au niveau de l'accès au système de fichiers. Il aurait pu y avoir des restrictions ou des problèmes d'API très spécifiques à utiliser au vu du système un peu exotique. Mais en fait, non, pas du tout. À ma grande surprise, les API standards de Go fonctionnaient directement. J'ai pu manipuler des fichiers, les supprimer, les ouvrir, créer des dossiers, etc. directement avec du code Go standard. Donc pour notre file picker, finalement, j'ai utilisé ces API basiques et j'ai lu le contenu du fichier avant de le passer à l'éditeur de texte. Alors comme on l'a vu précédemment, quand on utilise OpenGL, il faut savoir que tout ce qui est affiché à l'écran est soit de la géométrie, soit des textures. Et donc pour afficher des caractères dans notre texte, il faut effectivement un moyen soit de transformer nos caractères en triangle, en géométrie, et on appelle cette procédure la tessellation, ou alors soit en texture, en matrice de pixels, et on appelle cette procédure la rasterization. La seconde option est souvent plus efficace, en effectuant un pré-rendu de chacun des caractères sous forme d'image, même si elle est souvent couplée à la première solution pour faire un premier rendu des caractères. Mais bon, j'ai fait simple, et au lieu de générer une image par
caractère, j'ai généré un atlas, une seule image qui contenait tous les caractères dans les différentes tailles que j'avais besoin d'afficher. Ainsi, on envoie une seule texture au GPU et on peut choisir d'afficher simplement une portion de cette texture à l'écran. Très simple. Si j'avais voulu pousser un peu la chose, j'aurais pu utiliser une librairie comme SDL-TTF qui, à partir d'un fichier TTF, permet de créer des textures. Donc je pourrais générer cet atlas au runtime via cette librairie. Mais ça fera l'affaire pour notre prototype, encore une fois. Alors j'ai choisi de développer un éditeur de texte et il faut donc implémenter tous les algorithmes de navigation du curseur et d'édition de texte. Et il existe de nombreux algorithmes comme pStable dans VS Code par exemple ou GapBuffer qui est très commun. Et chacun a ses avantages et ses inconvénients. Et moi j'ai choisi d'utiliser l'algorithme qui est probablement le plus simple et qui s'appelle GapBuffer. Si vous représentez votre chaîne de caractères par une simple string, à chaque fois que vous allez insérer du texte au milieu de cette chaîne de caractères, vous allez devoir décaler tout ce qui est après le curseur. C'est assez fastidieux et ça peut être vite coûteux si on a des gros fichiers texte. L'idée de GapBuffer, c'est qu'on va placer ce qui est après le curseur à la fin de notre tableau de caractères et ce qui est avant au début du tableau de caractères. Comme ça, quand on insère du texte, on vient simplement ajouter les caractères. Il y a simplement lorsque l'on déplace le curseur que l'on doit déplacer des caractères. Et puis j'ai trouvé une implémentation existante en Go, donc encore plus simple. L'avantage de cette implémentation, c'est qu'elle offre aussi automatiquement le calcul des lignes et colonnes en fonction de la position du curseur. Et aussi, elle a directement des fonctions de déplacement du curseur et d'édition. J'ai probablement réglé l'une des problématiques les plus compliquées en 10 minutes. Petit bonus qui n'était pas forcément prévu, c'est la coloration syntaxique du code, parce que ça paraît inévitable pour un éditeur de code. Je ne me suis évidemment pas lancé dans la création d'un véritable IDE avec un Language Server Protocol et tutti quanti, mais je peux quand même offrir une mise en forme simple grâce à une librairie qui s'appelle TreeSetter. C'est une librairie en C qui permet de parser tout un tas de langages et d'obtenir un arbre syntaxique, et donc la sémantique associée à chaque token dans notre fichier source. Cette librairie est souvent utilisée dans NeoVim par exemple. Et puis il existe aussi un binding Go vers cette librairie, donc je peux utiliser ce code directement depuis Go, comme j'ai pu le faire pour SDL. Encore une fois, quand on trouve les bons outils, c'est beaucoup plus simple. Enfin, histoire d'apporter un peu de fun à notre éditeur, j'ai rajouté une gestion des thèmes. Pour ça, j'ai utilisé une base de données open source qui s'appelle GOG, qui propose des thèmes pour les terminaux. En effet, la plupart des émulateurs de terminaux proposent un standard de 16 couleurs. GOG offre donc beaucoup de variantes pour ces couleurs sous la forme d'une base de données. Pas forcément toujours adaptée à du code, mais ça fait le taf. Et puis ça amène un peu de profondeur à notre programme, ça le rend un peu plus crédible. Et voilà. Encore une fois, cette application était plus un exercice, un prétexte pour en apprendre plus sur ce système un peu particulier. Ce qu'on peut en tirer comme conclusion, c'est que malgré le fait qu'il y ait des nouveaux frameworks qui apparaissent quasiment toutes les semaines et qu'il y ait des nouvelles technologies qui se multiplient, tout ça repose toujours sur les mêmes technologies qui existaient déjà il y a 20 ans. Et on peut vraiment s'en sortir tout à fait convenablement avec ces mêmes technologies qui existaient déjà. On a souvent tendance à penser que les différentes couches sur lesquelles reposent les frameworks modernes comme Flutter, SwiftUI, etc. sont très très complexes et d'une difficulté insurmontable. Il s'agit presque de magie noire. Alors que finalement, plus on descend dans les couches et plus ça s'avère simple à utiliser et à comprendre. C'est juste plus verbeux et ça demande un peu plus de rigueur, mais rien d'incroyable. Tous ces frameworks se résument juste à envoyer de la géométrie et des textures à notre GPU en y ajoutant la gestion de layout et puis une stratégie de rendu. Cette vidéo m'a demandé pas mal de travail, donc n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire si vous avez apprécié. Et on se retrouve très bientôt. Salut!